Les intellectuels africains ont des points communs, parmi lesquels la croyance en la sorcellerie. Parmi eux, les plus modestes vous diront, ce sont des choses compliquées et il vaut mieux ne pas se mêler de ces histoires des villageois. Moins on en parle, mieux ça vaut. Pourtant, l'invité du jour dans Leçon de vie a décidé d'en parler dans 2 de ses romans. Mais, au-delà du romancier, nous avons affaire à un enseignant qui nous a amenés dans un établissement. La jonction entre l'enseignement, les livres donc, et la bibliothèque est vite rétablie avec l'invité du jour dans Leçon de vie. Bienvenue, zoom sur notre invité du jour. C'est au Burkina Faso, précisément à Pouni, dans le Sanguier, que M. Nebié Bali a vu le jour en juillet 1953. Son enfance est marquée par une éducation stricte et un passage dans l'armée qui vont lui forger un mental qui allie rigueur et détermination. Il décroche à l'université de Poitiers en 1979 une maîtrise sciences option physiologie animale. Notre invité est professeur certifié des lycées, chargé des cours des sciences de la vie et de la terre dans les premiers et seconds cycles des lycées et collèges depuis octobre 1979. Ils sont nombreux les élèves du lycée provincial de Dori, du lycée Ouezin Koulibaly de Bobo-Dioulasso, du lycée Philippe Zenda Kaboré de Ouagadougou ou encore du lycée Nelson Mandela de Ouagadougou qui n'oublieront pas de sitôt leur professeur à la carrure imposante, la voix grave et surtout une maîtrise des cours dispensés. Monsieur Nebié est par ailleurs expert représentant le Burkina Faso à l'élaboration d'un guide pour l'enseignant, biologie et éducation relative à l'environnement dans les classes de 6e et de 5e dans le cadre de la COFEMEN, la conférence des ministres de l'Éducation nationale des pays ayant en commun l'usage du français. Notre invité du jour, admis à la retraite, a été, entre autres, chargé d'une communication sur l'expérimentation des OGM au Burkina Faso à l'Université de Ouagadougou en 2006, chargé des travaux dirigés de génétique à la Faculté des sciences et techniques de l'Université de Ouagadougou de 1992 à 2002, chargé des cours d'initiation à la génétique aux élèves professeurs à l'École normale supérieure de Koudougou et NSK. Membre de l'équipe chargée de l'élaboration des tests de niveau des cours de recrutement à la fonction publique de 1994 à 1999, président du groupe des professeurs de sciences naturelles de 1989 à 1994. Il est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques et didactiques. Il a également produit des articles panafricains publiés dans des organes de presse. Nebié Bali, cartésien passionné des littératures, a écrit 2 romans, véritable réquisitoire contre les pratiques occultes, le pouvoir mystique d'être prétendu sorcier. Il s'agit de Le crépuscule des ténèbres, édité en 2004, Le roi du Dadjo, primé au concours roman Palga, organisé par le journal L'Observateur Palga en 2009, Prix Calam 2013. L'invité de Leçon de vie sur BF1 aime la lecture, les films documentaires scientifiques, historiques et sportifs. Au nombre de ses loisirs figurent également en bonne place la promenade en campagne à pied et les voyages à l'intérieur du Burkina et dans les pays de la sous-région. Marié, il est père de 3 garçons. Richard Tiennet, vous avez lu les 2 romans de M. Nebié Bali. Il est à vous. Merci Monsieur Bali Nebié de venir sur le plateau de Leçon de vie sur BF1. Vous avez choisi un décor atypique. Oui. Peut-être forcément le lien avec votre personnalité. Vous êtes enseignant de formation, nous l'avons dit dans le Zoom, enseignant dans les lycées, mais vous avez aussi enseigné à l'université. Voilà. Et vous êtes écrivain. Vous avez décidé de nous faire venir au niveau du lycée mixte de Gounguin et à la bibliothèque de ce lycée. Oui, c'est ça. Est-ce le parallélisme des formes avec la personnalité que nous recevons aujourd'hui? Oui, vous savez, pour moi, la bibliothèque, c'est un centre dans lequel les connaissances sont stockées et elles sont disponibles à tout le monde et en particulier aux élèves. Et ce cadre, c'est juste pour les inviter, surtout à la lecture,
Moi, je crois que par la suite, nous comprendrons, n'est-ce pas? Je leur dirai l'importance que revêt la lecture pour un jeune. Vous avez toujours aimé la lecture? Ah oui, exactement. Vous savez, on a commencé à lire depuis la classe de 6e, on a commencé avec les bandes dessinées. Alors ça a évolué jusqu'au... déjà au second cycle, on a commencé à lire les romans, ensuite des classiques. Mais j'avoue que j'ai lu quand même beaucoup de livres sans fausse modestie. D'accord. Voilà. Nous allons revenir au livre dans la deuxième partie de cette émission, parce qu'il faut préciser, comme nous l'avons dit aussi dans le Zoom, que vous êtes écrivain, vous avez à votre actif 2 romans, nous y reviendrons, mais aussi vous avez produit certains livres. Nous donnerons des documents pédagogiques, nous y reviendrons. Nous allons nous focaliser pour commencer sur votre personnalité. Vous avez un physique assez impressionnant. Quand on vous regarde, on se dit, ce monsieur avec la voix qui porte, et on n'est pas surpris quand on parcourt votre curriculum vitae d'apprendre que vous étiez du contingent spécial classe 73, vous avez fait l'armée. Exactement, oui, c'est ça. Bon, je crois que j'ai gardé un très souvenir de ce séjour. Un très bon souvenir. Un très bon souvenir parce que c'était la classe 73. Nous apprenions de façon sommaire à vivre, en tout cas, comme le font les militaires pendant 2 mois. On apprenait même, on nous donnait les notions de base du maniement des armes. J'avoue que ce milieu m'a beaucoup impressionné, il m'a plu parce que il y avait la discipline, l'ordre, la rigueur et surtout la solidarité. Donc le but, ce n'était pas d'être militaire au départ? Non, pas du tout. C'était réservé à tous les élèves qui avaient 20 ans et qui étaient aptes à faire l'armée. Un peu obligatoire alors? Service militaire obligatoire? Ah oui, c'était obligatoire. Bon. Tous ceux qui sont aptes, ce n'était nullement volontaire. Mais vous gardez de très bons souvenirs de ce passage dans l'armée. Ah oui, mais absolument. Pourquoi vous n'y êtes pas resté? Bon, j'ai préféré opter pour la vie civile. Finalement, pourquoi l'enseignement? Oui, parce que je me suis retrouvé à l'école normale de Ouagadougou. C'est une école dans laquelle on formait en fait des enseignants. Même l'engagement que nous signions, n'est-ce pas, avant de nous retrouver dans cette école, c'est qu'on devrait enseigner pendant au moins 10 ans. Et moi, j'aimais, honnêtement, j'avais toujours opté pour l'enseignement. Je me suis retrouvé dans cette école et je me suis, après mon baccalauréat, j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de faire des études supérieures. Je suis revenu donc dans l'enseignement. À l'époque, l'enseignement, c'était aussi pour les cracks. Il fallait que ceux-là qui allaient dispenser des cours à la génération montante soient eux-mêmes super intelligents. C'était le cas? Ah oui, mais parce qu'à l'école normale, il faut, si vous vous rappelez, c'est pratiquement les meilleurs des classes de 3e des différents collèges, essentiellement, n'est-ce pas, qui se retrouvaient à l'école normale de Ouagadougou. Et effectivement, quand même, c'était une hyper sélection. Et c'était franchement ces meilleurs qui étaient destinés à l'enseignement. Voilà. Mais il y a une matière que vous affectionnez particulièrement pour enseigner, parce que vous êtes professeur certifié des sciences de la vie et de la terre. Oui. Bon, il faut se dire qu'au premier cycle, j'excellais particulièrement en mathématiques. Mais lorsque je me suis retrouvé au second cycle, donc à l'école normale, bon, c'est plutôt en SVT que le choix a été porté. Vous êtes à la retraite depuis quelques jours seulement? Oui, et depuis quelques mois quand même. Depuis le mois de décembre. Depuis décembre 2013. Voilà, oui, c'est ça. Alors, quel enseignement vous tirez de votre passage dans l'enseignement? L'enseignement que je tire, d'abord, c'est un noble métier qui vous met permanemment en contact avec les jeunes. Ce métier m'a toujours plu parce que je suis toujours content, ça me fait toujours plaisir de venir en aide aux jeunes. Et là, c'est la meilleure forme, à mon avis, d'aider ces jeunes, en quelque sorte, de les guider dans la préparation de leur avenir. Alors, j'avoue que je me suis toujours épanoui dans l'enseignement, contrairement à ce que les gens disent. Est-ce qu'ils vous le rendent bien, ces jeunes-là? Ah si,
Et la plupart du temps, quand je rencontre, n'est-ce pas, les jeunes, ils reviennent vers moi et disent, Monsieur Nebié, vous m'avez tenu en 6e il y a combien d'années? Et moi, je me sens heureux d'avoir apporté mon aide à la formation des jeunes de mon pays. Vous ne vous êtes pas contenté d'enseigner dans les lycées, dans les collèges, et vous avez fait un passage assez remarqué du côté de l'université de Ouagadougou. Voilà, du côté de l'université de Ouagadougou, j'assurais des travaux dirigés de génétique avec le professeur Zongo, qui assurait donc ses cours. J'y suis resté pendant 4-5 ans. Et également à l'ENESCA. À l'école normale supérieure de Koudougou. Voilà, de Koudougou. C'est moi qui ai commencé les cours d'initiation à l'enseignement de la génétique aux élèves professeurs de SVT. Parce qu'il faut se dire que c'est une discipline dans laquelle les premiers élèves avaient des difficultés. Bon, et comme j'ai mis l'accent sur cette discipline, bon, mon inspection m'a proposé pour que j'initie donc les jeunes professeurs. Je l'ai fait également pendant quelques années. C'est une belle reconnaissance. Oui, écoutez, j'aime bien me retrouver donc avec mes anciens élèves qui sont aujourd'hui mes élèves. D'accord. Voilà. C'est toute une génération d'élèves donc que vous avez enseigné. Certains ont réussi. Ah oui. Vous les rencontrez? Oui. D'autres pas forcément? Oui, mais je crois que j'ai créé une sorte de complexe au niveau des élèves que je regrette bien parce que chaque fois que je me retrouvais avec eux, je leur disais, écoutez, moi j'ai une maîtrise, je voudrais que vous fassiez tous plus que moi. Ça veut dire que donc, vous devrez avoir plus que la maîtrise. Alors donc quelquefois, quand je rencontrais certains élèves, je dis, bon, écoute, alors qu'est-ce que tu deviens? Il y en a qui se gênent. Ah, monsieur, vous savez, je n'ai pas pu suivre votre conseil. Je leur ai dit, non. Ça a toujours été mon souhait. Mais sachez que ce que vous faites, c'est bien. Et faites-le toujours très bien. Je leur dis, quel que soit ce que vous faites aujourd'hui, faites-le bien. Et toujours vous dire, n'est-ce pas, que je suis dans ce métier, je dois tout faire pour m'épanouir, n'est-ce pas, dans ce métier. Comment vous percevez aujourd'hui la discipline au niveau des établissements d'enseignement? Les jeunes, de plus en plus, dit-on, sont de moins en moins disciplinés. Oui. Bon, alors je voudrais vous dire une chose qui est importante et dans l'établissement, cela se ressent beaucoup. Le comportement des élèves dépend de celui de l'enseignant. Si l'enseignant est rigoureux dans ce qu'il fait, si l'enseignant est compétent, la discipline s'impose d'elle-même. Et j'avoue que je n'ai pas eu énormément de problèmes de discipline de mes élèves. Non. Les cas d'indiscipline que vous avez par moment observés, c'était lesquels? Quelques exemples? J'ai constaté des cas d'indiscipline, mais ce n'était pas mes élèves de façon directe. Mais il y a des comportements, effectivement, des élèves, des comportements franchement répréhensibles. Bon, je peux vous citer une multitude de cas d'indiscipline des élèves, par exemple, qui vont dessiner des professeurs avec des formes assez grossières, qui ont été pris, n'est-ce pas, dans le fait. Ensuite, il y a des propos que des élèves tiennent souvent à l'encontre des professeurs. C'est vraiment regrettable. Et les téléphones portables qui sonnent à tout bout de champ. Ah oui, bon, là c'est plutôt, tout dépend, n'est-ce pas, des établissements. Il y a des établissements dans lesquels la discipline est telle que les élèves ne peuvent pas se permettre ça. Bon, il y a des classes de toutes les façons. Dans mes classes, les consignes étaient claires. Si j'entends un téléphone sonner,
je le confisque. Cela m'est arrivé 2 fois, je crois. Et les élèves m'ont dit non, monsieur, on avait oublié d'éteindre. Je dis non. On s'est entendu au début, la sanction est appliquée. Alors, je pense aussi que s'il y a des problèmes de discipline, c'est souvent que les gens n'ont pas le courage de sanctionner. La rigueur doit être de mise en classe. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous avez su imposer dans les classes où vous avez dispensé les cours, vous avez su imposer la discipline à travers votre physique et votre voix? Ah non, peut-être que ça contribue aussi, je pense. Ah oui, parce que... Mais il faut retenir ceci, les éléments essentiels, c'est la rigueur du professeur même envers lui-même. La rigueur du professeur envers les élèves qui vont déterminer le comportement des élèves. Y a-t-il un élève dont le nom vous vient en tête comme ça, au pif, qui vous aura positivement marqué, dont vous restez le plus fier? Vous avez enseigné une pléthore d'élèves. Oui, mais bien sûr, après 34 ans d'enseignement, en fait, il y en a beaucoup. Écoutez, je ne voudrais pas faire de jaloux parmi mes anciens élèves. Je suis franchement fier de tous. Vous avez été chargé de communication pour le compte d'une structure qui a travaillé sur les OGM. Oui, c'est ça. Vous êtes pour les OGM en tant que professeur certifié en sciences de la vie et de la terre. Vous êtes pour les pro-OGM. C'est une nouvelle technologie. Écoutez, il faut l'expérimenter. Il y a un certain nombre d'années d'expérimentation qu'il faut accepter et le pays tire la conclusion pour savoir, n'est-ce pas, s'il faut aller aux OGM ou pas. Donc je ne suis pas un anti ou un pro, non. C'est une technologie, je suis d'accord avec le principe, mais on l'applique, n'est-ce pas, dans le strict respect, n'est-ce pas, du principe de précaution. Nous allons dans la rubrique avis suivre les premiers intervenants à votre sujet. Ce sont vos amis de tous les jours. C'est ça. Bon, pas tous des amis. Vous avez un ami, un collègue de service et un élève qui reste fier de vous. Il a été mon professeur lorsque j'étais élève au collège d'enseignement général de Bobo-Dioulasso. On s'est connus d'une manière un peu particulière, parce qu'à l'école, il arrivait qu'il y ait des accrochages. C'est ainsi, moi j'ai eu un accrochage à sa petite sœur, et quand elle est allée l'informer, il est venu me menacer. Mais je ne savais pas qu'avec le temps, lui et moi on allait avoir des relations aussi fortes. Par la suite, c'était mon protecteur. Monsieur Nebié Bali, c'est un de nos professeurs, nos aînés, professeur des sciences de la vie et de la terre. C'est un homme qui a toujours été disponible pour aider ses petits frères. Et donc, à ce titre-là, je peux témoigner que c'est lui qui m'a aidé, qui m'a encadré dans le cadre de mon CAPES. C'est le seul professeur pratiquement qui ne s'énervait pas. Alors, on était convaincus qu'il n'était pas capable de s'énerver. Et un jour, je pense qu'on a fait une leçon sur le corps humain. Il est revenu à la prochaine leçon et personne ne se rappelait. Alors il s'est fâché, il nous a collé une interrogation. Et ce jour-là, on composait en se regardant, on a dit, mais finalement, il est un homme comme tous les autres, lui aussi, il peut s'énerver. Grâce à Nebié Bali, nous jouions de la guitare, on s'essayait même à chanter. Monsieur Nebié, je voudrais vous dire comment j'ai été fier et comme je suis encore très fier de vous avoir eu comme maître. Il y a une anecdote qui dit que honte à celui qui n'a pas fait mieux que son maître. En tout cas, ça va être difficile de faire mieux que vous. Mais, je voulais vous dire vraiment que merci pour ce que vous avez été pour nous. Merci pour la voie que nous avez tracée. Et surtout, merci pour le témoin que vous êtes pour notre temps. Je te souhaite beaucoup de force et de courage à travers tout ce que tu mènes, toutes les actions de sensibilisation. Parce qu'à te lire à travers tes 2 ouvrages, on se rend compte que beaucoup de bonnes choses peuvent être faites.
tout cas, je souhaite vraiment que la seconde vie que tu as commencé à savoir, la vie de retraite, qu'elle soit aussi féconde que lors de ta vie professionnelle, donc au lycée Nelson Mandela et dans d'autres établissements du lycée du Burkina Faso. Alors, Monsieur Nebié, vous venez de suivre à l'instant quelques personnes que vous connaissez, que vous avez côtoyées. Et on retient beaucoup de bonnes choses à votre sujet. Quel commentaire vous pouvez faire? Oui, je les remercie tous. Je crois qu'ils sont très intelligents à mon endroit. Je voudrais commencer par mon proviseur, M. Kosaga. J'avoue que c'est un homme qui m'a beaucoup marqué. Il avait deux forces que j'admirais beaucoup à lui. D'abord, sur le plan social, il était imbattable. C'est le proviseur qui est toujours prêt à apporter son soutien, en tout cas à tout membre du personnel qui est dans la détresse ou même qui est dans la joie. Sa deuxième force, c'est que c'est un monsieur qui ne s'accroche pas à son poste. J'avoue que c'est une qualité exceptionnelle qui malheureusement manque à beaucoup de nos cadres. Il dit chaque fois, écoutez, moi je suis enseignant, on m'a appelé pour une mission, j'accomplis la mission, je fais tout ce que je peux pour apporter un plus. Et je pense que c'est ce que tous nos intellectuels devraient faire lorsqu'ils occupent des postes de responsabilité. Vraiment, je le remercie pour ses propos sympathiques. Alors, Ouedraogo Hervé, c'est celui qui... Oh oui, je l'ai tenu effectivement... Qui dessine les échangeurs. Voilà, exactement. C'est un ingénieur. Ah oui, mais là, franchement, je suis très fier de lui. Kobié, c'est mon jeune frère du village. Nous avons passé notre enfance ensemble. Et comme on le dit, les grandes amitiés commencent généralement par des petites histoires ou même des fois de grosses histoires. Hein. Ça va y virer au coup de poing. Non, pas du tout, mais parce que j'étais nettement plus fort que lui quand même. Donc, après cela, nous sommes devenus franchement de grands amis. Là, je le remercie franchement. D'accord. Voilà. Alors, nous allons à présent parler d'une de vos passions. Ah oui. Vous êtes écrivain. Alors, comment est né ce rêve? Oui. Comment est parti le déclic pour qu'aujourd'hui vous soyez un romancier qui a à son actif deux productions, à savoir Le Roi du Djadjo, qui est le dernier en date, c'est ça. Et le premier roman que vous avez mis à la disposition des lecteurs, c'est Le Crépuscule des Ténèbres. Voilà, depuis 2004. Depuis 2004. Voilà. Alors, comment un enseignant en sciences de la vie et de la terre devient écrivain? Bon, je crois qu'il y a... Oui. Bon, le premier élément, c'est que je voulais dire, j'aimais beaucoup lire. Et j'avais ce défaut que quand j'entamais l'œuvre d'un auteur donné, alors là, il me fallait pratiquement terminer, n'est-ce pas, toutes les autres œuvres. Je les recherchais et je voulais toujours lire toutes les œuvres de l'auteur en question. Et je vous ai dit, j'ai lu beaucoup de romans, que ce soit des romans africains, des romans... Quels sont les auteurs qui vous ont marqué? Bon, c'est l'auteur l'ivoirien. Comment est-ce qu'il s'appelle, celui qui a écrit Le Soleil des Indépendants? Amadou Kourma. Il y a l'autre chinois Tchébé, celui qui a écrit Le Monde s'effondre. C'est un roman qui m'a beaucoup marqué parce que ça me rappelait, n'est-ce pas, mon village. Il y a Nazi Boni. Crépuscule des temps anciens. Voilà, Le Crépuscule des temps anciens. Quand je l'ai lu, je me suis retrouvé franchement au village. Parce que je suis né au village, j'ai grandi au village. Ce sont les mêmes pratiques culturelles. Effectivement, quand on vous lit, par exemple, dans Le Roi du Djadjo, on voit ce lien avec Crépuscule des temps anciens où des mots gourous sont de façon stratégique placés dans les textes. Oui, c'est ça. À l'image de Nazi Boni qui dit, par exemple, ce matin, Kobé, le coq, a chanté. Vous dites que Kobé, au fait, c'est le coq. Oui, bien sûr. Donc, le but, c'est quoi? Amener les lecteurs à avoir des notions en Gouroussi? Non, mais c'était surtout montrer aux gens
profiter, partager avec les gens certains aspects de notre culture. Nous avons nos proverbes à nous. Il y a, quand vous lisez surtout le crépuscule des ténèbres, bon, je disais par exemple chez nous, au lieu de dire tourner en rond, on dit tâter le nombril de la femme. Alors ce sont ces aspects de la culture que je voulais partager, n'est-ce pas, avec les lecteurs. Et si un lecteur européen, n'est-ce pas, lit, qu'il sache, n'est-ce pas, que nous avons des expressions équivalentes dans nos langues. Dans nos langues. Voilà. Mais l'œuvre, oui, les deux œuvres, oui, c'est ça. C'est quand même, c'est rare chez les auteurs. Les deux œuvres traitent en profondeur de la sorcellerie. C'est ça. Nous avons introduit l'émission justement en lisant les toutes premières phrases de ce roman, Le Roi du Djadjo. Pourquoi deux romans sur la sorcellerie? Alors, je voudrais vous expliquer une chose qui m'a frappé. C'est le jour où j'ai vu un film documentaire sur la situation des soi-disant mangeuses d'âmes du centre d'Elwende à Tanguin. Honnêtement, ça m'a frappé. Et je suis allé même dans ce centre pour voir un peu de quoi il s'agissait. Et on m'a montré des femmes très âgées. On m'a dit qu'elles ont été abandonnées par leur famille et elles ont été recueillies dans le centre. Bon, honnêtement, ça m'a touché. Et je me suis dit, s'il s'agit du problème de la sorcellerie, moi, j'ai vécu au village, j'ai grandi dans un village qui a toujours su garder ses traditions. Pouni. Dans le sanglier. Voilà, il s'agit de Pouni dans le sanglier. Les gens disent souvent Pouni Zavara, voilà, pour faire la différence avec l'autre Pouni. Alors, c'est un sujet qui me préoccupait. Et je me suis dit, moi, je les ai vécus au village. J'ai été témoin, n'est-ce pas, de plusieurs scènes de ce genre. Je me suis dit, je voudrais partager mes opinions avec les gens. Et j'ai voulu montrer aux gens qu'en réalité, à travers toutes ces pratiques, il y avait de la manipulation. Donc vous n'y croyez pas? Je suis convaincu que la sorcellerie, que c'est de la manipulation. Il faudra que l'on s'entende, si vous voulez, qu'on va revenir, n'est-ce pas, sur ce concept, n'est-ce pas, de sorcellerie. Mais toutes les accusations que l'on porte. Et le premier roman, Le crépuscule des ténèbres, justement montre toutes, je dirais, toutes les magouilles, n'est-ce pas, qui se trament en dessous pour aboutir à l'accusation d'une personne quelconque. Alors, lorsque ce roman est sorti, avec des collègues, j'ai été invité dans des établissements, nous avons discuté avec les élèves, et même je suis allé, il y a des jeunes qui sont venus de la France dans le cadre du club cinéma. Ils ont trouvé que le thème était porteur, ils ont fait un petit documentaire et j'ai été invité là-bas pour un peu échanger. Pendant les discussions, il y avait des questions qui revenaient de façon récurrente. Je me suis dit, écoutez là, je vais répondre à vos préoccupations. Il s'agit essentiellement des préoccupations de mes élèves et de tous ceux, bien sûr, que j'ai eu à rencontrer en écrivant le second roman. Parce que le premier roman, je vous ai dit, dans ce premier roman, on s'interrogeait d'abord qu'est-ce que la sorcellerie. Mais le second roman apporte la réponse. Le roi du Djadjo. Le roi du Djadjo apporte la réponse. On attribue, n'est-ce pas, aux sorciers des pouvoirs extraordinaires, mystiques, ainsi de suite. J'ai montré aux gens que ce n'était nullement le cas. Vous défiez une sorte de règle établie dans les sociétés traditionnelles. Oui. Est-ce que cela ne vous cause pas quelquefois du tort? Comment le roman d'ailleurs a été accueilli
par certaines personnes, même intellectuelles. Oui, ben écoutez, vous savez, le problème qui s'est posé, tout le monde sait que c'est un drame social. Mais personne ne veut en parler. Il y a des personnes qui sont victimes tous les jours, n'est-ce pas, de ces pratiques. Et personne ne veut en parler. Je trouve que ce n'est pas un comportement normal de la part de nos intellectuels. Je me suis dit, il faut que le problème soit posé et débattu. J'ai lancé, n'est-ce pas, le débat. Le débat. Le débat est ouvert. Il est ouvert. Ce qu'on constate, oui, c'est que dans l'œuvre, vous tenez vraiment à montrer que quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un est accusé d'avoir posé un acte et qui est sanctionné, qui est tué par un fétiche, c'est ça. C'est de la manipulation parce que cette personne est plutôt un exemple de réussite ou une personne qui a transgressé une loi. Mais comment expliquez-vous le fait que, par exemple, quand quelqu'un meurt, on soulève le corps qui désigne celui qui a commis le crime. C'est ça. Ou bien on fait des sacrifices pour qu'il pleuve. C'est ça. Et il pleut. Alors vous n'y croyez pas du tout. Vous pensez que c'est de la manipulation. Oui, vous savez, et c'est quelquefois, c'est ressorti un peu dans le roman, tous ceux qui militent, qui sont des adhérents, n'est-ce pas, des sociétés, on les appelle la confrérie, par exemple, des sorciers, ont des connaissances. Je vais vous raconter une anecdote. Bon, par la suite, vous savez, je suis allé une fois dans un village et on me disait, ça fait pratiquement 2 semaines qu'il ne pleut pas. Ben, le fétiche est sorti, il va pleuvoir. Ben, j'ai souri. Je dis, ben, c'est ce que l'on va voir. Ben, ils ont attendu 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il ne pleuvait pas. Ben, on a trouvé un bouc émissaire. On dit que c'est une personne qui empêche, n'est-ce pas, qui essaie de contrer le fétiche. Je leur pose donc la question. Vous voulez dire donc que cette personne est plus puissante que le fétiche? Là, ils n'y ont pas pensé. C'est pour vous dire quoi? Vous savez, ceux qui militent au sein des confréries ont des connaissances dans le domaine de la météo. Par le comportement des végétaux et des animaux, ils sont à mesure de vous dire s'il va pleuvoir dans 2 jours, dans 3 jours, et même dans 4 jours. Parce que souvent, ils font mieux que les agents de la météo. Oui, mais si. Mais c'est vrai, ce sont des connaissances que les gens avaient. Mais c'est plus tard, n'est-ce pas, que de façon scientifique, les gens ont étudié les phénomènes qui permettent, n'est-ce pas, de faire des projections. Mais au village, les gens avaient ces connaissances. Et donc souvent, quand vous vous plaignez, n'est-ce pas, il ne pleut pas, il faudra, n'est-ce pas, faire sortir le fétiche. Mais ceux qui sont informés, ils sont là, ils attendent. Quand vous leur dites non, qu'ils attendent. Mais dès qu'ils sentent qu'ils ont des informations à partir de ces éléments de la nature, qu'il pleuvra par exemple dans 3 jours, ils vont vous dire, ben, le fétiche va sortir dans 3 jours. 3 jours après, il pleut. Alors on va dire, tout le monde applaudit, le fétiche est sorti, il a plu. Mais les prévisions avaient été faites. Elles avaient été faites. Dans Le Roi du Djadjo, vous montrez une chose d'assez exceptionnelle. Il y a Yaman, l'acteur principal, qui est de la confrérie des hommes lions. C'est ça. Qui rentre de voyage avec son fétiche. C'est ça. Il est le roi du Djadjo. Il maîtrise ses condisciples, il maîtrise le village. Mais la suite du roman, en attendant que les gens aillent lire, la suite prouve qu'au fait, son fétiche n'en était vraiment pas un, parce qu'il s'est fait ridiculiser à la fin. Le but pour vous, c'est de ridiculiser ces prétendus sorciers, c'est de dénigrer la sorcellerie dans sa plus simple expression. C'est quoi le but recherché? Mais écoutez, il y a d'abord une question qu'il faut se poser. Vous savez, quand vous allez dans nos villages, on nous dit nous avons des divinités qui sont très fortes. Ce sont ces divinités qui nous protègent tous. Alors, je n'arrive pas, il y a de quoi se poser la question.
qu'un individu revienne d'un voyage, qu'il soumette toutes ses divinités à son pouvoir à lui. C'était lui qu'il fallait consulter. Dans la logique, les divinités devraient le foudroyer. Mais non, ce monsieur a régné comme il le voulait sur les populations. Il les a brimés, il les a soumis pratiquement à tout ce qu'il voulait. Mais il est resté là. Et, entre parenthèses, je voudrais vous dire une chose, c'est que le personnage de Nyama vit toujours. Revenons à votre question. L'acteur principal de votre œuvre, oui. Ce n'est pas de la fiction, c'est le personnage qui vit toujours. Maintenant, je reviens à votre question. Nous avons nos coutumes à nous. Et je l'ai dit, nos coutumes doivent viser à renforcer les liens sociaux. Nos coutumes doivent viser à renforcer la coalition sociale. Mais ce n'est plus là aujourd'hui. Lorsque on bannit des femmes de leur milieu, ça ne fait pas partie de nos coutumes, ça. Il y a des gens que l'on brime, ça ne fait pas partie de nos coutumes. On sent plutôt, n'est-ce pas, un règlement de compte. Ça veut dire que des gens utilisent nos coutumes pour régler des comptes parce qu'ils ont le pouvoir. D'accord. Moi, je pense que ces gens, il faut les dénoncer. Et pour les dénoncer, il faut démystifier les méthodes qu'ils utilisent. Dernière question sur ce sujet, on passe à autre chose. Oui. Alors, est-ce que vous mettez au défi tous ces sorciers qui sont en train de suivre en ce moment leçon de vie? Absolument. Vous n'avez pas peur que quelqu'un, après, vous mette au défi un face-à-face avec un des plus grands sorciers de l'Afrique ou du Burkina Faso? Je leur ai dit, nous verrons, n'est-ce pas, à la télévision devant tout le monde et vous faites, n'est-ce pas, vos démonstrations. Si des gens viennent, s'ils veulent présenter des trucs de prestigitation, je les préviens, j'ai suivi des cours de prestigitation et j'ai des documents, n'est-ce pas, là-dessus. Ils ne peuvent en aucun cas me mystifier par rapport à ça. Le défi est lancé. Voilà. Bon, avis aux sorciers qui nous suivent et qui sont sûrs de leur pouvoir. Voilà. D'accord. Exactement. Vous avez un troisième roman en perspective. Ah oui, et là, il sera également oui, toujours dans ce cadre parce que le problème est d'actualité. Je crois que les gens ont commencé à réagir. Il faut aller dans la même lancée pour les amener à se prononcer. On va suivre vos enfants. Voilà, qui parlent de vous. On rentre un peu dans votre jardin secret. Ok. Je suppose qu'ils ne l'ont jamais fait devant une caméra, parce que c'est ce qu'ils ont laissé entendre. Ouais, je ne crois pas. Nous suivons et nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite de cette émission. Ok. Bon, Monsieur Nebié, c'est un papa comme les autres. Bon, je dirais que c'est un protecteur. Bon, un bon père, quoi. Il est très sympa. Ça, franchement, il faut le souligner. Il est très sympa. Il est beaucoup généreux aussi. C'est un monsieur qui a peur que ses enfants déroutent. Donc, il aimerait voir ses enfants réussir dans la vie. Elle n'était pas avec nous. Elle était à Banfora pour le travail. Maintenant, papa devait jouer le rôle du papa et de la maman. Donc, je trouve qu'il a quand même bien joué ce rôle-là. Papa, il aimait beaucoup nous parler du village. Donc, en général, il aime beaucoup nous envoyer nous balader dans la forêt, partir sur les falaises presque tous les jours. Franchement, ça m'a beaucoup plu avec lui. Mon papa, c'est une personne très sociable, qui aime aider beaucoup les gens. Il laisse passer les autres avant sa famille. Moi, j'aimerais vous dire que je suis très content d'être votre fils. Et je vous demanderai de continuer comme ça dans votre éducation parce que j'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Je vous demanderai aussi d'aider les gens que vous pouvez, comme vous le pouvez. Papa, j'aimerais vous dire de rester toujours honnête dans la vie. Parce que j'ai beaucoup remarqué que cela a payé. Donc, papa, restez toujours généreux aussi. Parce que la générosité, même si ça ne tombera pas sur vous, Inch'Allah, ça viendra sur nous. Vos enfants sont très fiers de vous, vous l'avez constaté. Et il y a le dernier intervenant là qui dit quelque chose d'assez intéressant. Ouais. C'est-à-dire, continuez à être généreux
même si vous n'en profitez pas, nous, en tant qu'enfants, on va en profiter. C'est une belle leçon. Ah oui, je pense que je suis très fier de mes jumeaux. Vous avez 3 enfants. Ah oui. Il y a le premier et puis les 2 derniers sont des jumeaux. Alors, je suis un peu surpris parce que ils ont toujours trouvé que j'étais très dur. Comme ils l'ont dit, j'étais amené à jouer le rôle de papa et de maman, compte tenu du fait que maman était en fonction, bien loin d'ici. En tout cas, je les remercie et je voudrais leur dire que tout ce que je fais, c'est pour leur bien. Alors, s'ils l'ont compris, je suis franchement très content. D'accord, voilà. Ok. Alors, nous allons suivre maman. Oui. Leur maman, je vais dire. Votre épouse. Oui, c'est ça. Elle aussi, elle a quelques témoignages sur vous. Bien sûr, je me dis bien. Et c'est maintenant. Nebié Bali, dans l'éducation de ses enfants, je pourrais dire ici qu'il utilise le juste milieu. Il sait à la fois être sévère et aussi cajoler les enfants quand il faut. Mais du même coup, il les éduque dans le respect des valeurs humaines. Il les éduque dans l'honnêteté, la dignité et le sens de la parole donnée. Et il préfère les plats traditionnels, le thon à la sauce d'oseille, le haricot, les pois de terre. Quand il n'a pas de sauce, et lorsqu'il a à sa disposition du thon, il le délaie dans de l'eau plate et il est satisfait. Il m'a toujours encouragé à aller de l'avant, notamment au niveau de l'emploi, parce que il a toujours, en tout cas, donné son feu vert, même si je devrais aller travailler à l'extérieur, et il a toujours su garder les enfants. La toute première fois que je l'ai vu, c'était chez un de mes oncles, et là, il était aussi venu pour lui rendre une visite de courtoisie. Nous avons causé et puis ensuite, je suis rentré chez moi, chez mes parents. Plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un supermarché de la place. Il a hésité avant de m'aborder. Il n'était pas très sûr que c'était la même personne. Et les contacts se sont noués. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, parce que tu es toujours resté à mes côtés et tu m'as toujours épaulé pendant les périodes les plus difficiles. Et je t'encourage à persévérer dans ta passion littéraire et aussi à continuer à mettre l'accent sur l'éducation de tes enfants, même quand bien même ils sont en train de grandir, et leur montrer toujours que, en tout cas, le bon chemin qu'est l'honnêteté, la dignité et le respect de la parole. Vous êtes un époux simple qui délaie le thon quand il n'y a pas de sauce. Oui, vous êtes un époux qui a joué le rôle de maman. Elle reste vraiment heureuse de vous avoir. On apprend aussi que vous avez été un peu timide dans la technique d'approche. Oui, mais bien sûr. Alors, quel commentaire vous faites par rapport à tout ce que... Vraiment, je remercie mon épouse. Je voudrais vous dire que c'est une femme battante. Elle s'est beaucoup battue pour apporter un plus à la vie du foyer. Et elle m'a toujours soutenu dans l'éducation des enfants, en fait. Quand elle voit que si un enfant pose un acte répréhensible, elle vient, si je ne suis pas au courant, elle vient me dire, écoute, corrige-le. Allah, elle ne fait pas de cadeau, n'est-ce pas, à ses enfants qu'elle aime beaucoup. Et je la remercie pour tout cela. C'est pour leur bien, on dira. Ah oui, mais absolument. Alors, on va passer à la rubrique cliché. Oui.
vous avez quelques photos de vous que vous allez commenter. Ah. Et c'est maintenant. La première photo, sauf si je me trompe, vous me dites, c'est probablement celle du contingent spécial classe 73, voilà, en souvenir. Ah oui, voilà, c'est un grand souvenir, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, de la vie militaire, de la courte vie militaire que j'ai vécue. Et j'avoue que j'en ai gardé un très très grand souvenir. Et là, on vous voit à bord d'un aéronef. C'était à quelle occasion? Voilà, c'était à l'occasion d'un séjour en France. Un ami français qui est pilote m'a invité. Il avait un petit avion. Et de temps en temps, on se baladait à Nessa. Vous aurez pu être aussi un grand joueur des étalons du Burkina Faso, à partir de ce que nous voyons sur cette photo maintenant. Non, je crois que c'était plutôt... Vous savez, les conditions, c'était au collège Saint-Joseph à Moukassa, à Koudougou. Toute classe était tenue de composer au moins 3 équipes. Voilà, première équipe, deuxième équipe, troisième équipe ou quatrième si possible. Et on affrontait, n'est-ce pas, les classes... supérieur. C'est le jour de mon mariage, le 29 avril 1989. C'était un très grand jour pour moi. Ah oui, absolument. Et vous tenez un arme, un manguier? Ah oui, voilà. À l'époque, quand on se mariait, on vous donnait, n'est-ce pas, un arbre. Et quand vous êtes venu dans ma cour, vous n'avez certainement pas fait attention. C'est ce manguier qui a grandi aujourd'hui et qui donne des fruits à eau. Oui. Alors là, c'est une photo de très jeune. Ah oui. Là, ça, c'est une photo avec mes amis du village. Il s'agit de Kobié, celui qui est à l'extrême gauche. Oui. Ensuite, au milieu, c'est le regretté Nébié Jean-Marc, un cousin et ami. Nous étions très attachés depuis le village jusque dans le secondaire. Bon, les gens nous appelaient les pieds nickelés. Si vous vous rappelez un peu, il y avait des bandes dessinées de ce genre où il y avait 3 Philochards, Croquignol et puis Riboulding. Oui. À présent, les questions classiques des leçons de vie pour refermer cette émission avec vous, Monsieur Nébié Bali, écrivain, enseignant à la retraite. Quel est le jour le plus heureux de votre existence? Le jour, l'événement qui vous a marqué? Oui, beaucoup d'événements m'ont marqué. D'abord, les naissances de mes enfants et beaucoup d'autres. Alors, je voudrais plutôt vous donner l'exemple d'un événement qui m'a beaucoup marqué. J'avais fait preuve d'indiscipline à l'école. J'ai été exclu de l'école primaire du CM2. Par la suite, je ne m'intéressais plus à l'école parce que j'avais tenu franchement des propos au maître. Parce que là aussi, ça se justifiait, on disait qu'il nous traumatisait. Alors, par la suite, pour moi, j'avais carrément laissé tomber l'école. Étrangement, à la fin de l'année, quand les maîtres ont fait le bilan de l'année, il m'a dit que j'étais admis à redoubler. Ah bon? La classe de CM2, nous étions juste 3. Et là, c'était inattendu. Mes camarades sont venus me dire, je leur ai dit, c'est pas possible. Tout le monde était étonné. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, le maître avait toutes les raisons, n'est-ce pas, de m'exclure. Mais il m'a appelé, il m'a dit, voilà, je t'admets pour le redoublement. J'avoue qu'au moment où il me parlait de ça, je n'avais même plus la tête à l'école. Pour moi, j'avais quitté l'école. Donc vous étiez très heureux d'apprendre cette nouvelle? Ah oui, j'étais très heureux de l'apprendre. J'ai repris et là, c'est comme si on m'avait boosté. C'est un fin pédagogue parce qu'il vous a amené, vous, à vous maîtriser dans les classes, à comprendre que l'élève, le comportement de l'élève dépend de celui de l'enseignant, comme vous l'avez dit en début d'émission. Voilà, exactement. Voilà. Alors,
quel est le jour, l'événement récemment vécu et qui reste triste, qui vous reste au travers de la gorge? Ah oui, là, franchement, comme vous dites, ça me reste à travers la gorge. C'est le décès brutal d'un neveu qui est venu de l'étranger à peine arrivé. Il était victime d'un accident. J'avoue que jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas du tout remis de cette situation. Quelquefois, la nuit, je me réveille brusquement parce que je me dis que c'est un cauchemar et que je vais me réveiller, je le trouverai, n'est-ce pas, souriant devant moi. Malheureusement, je me rends compte toujours que c'est la triste réalité. Alors, vous avez des regrets dans la vie? Des regrets, non, pas particulièrement. Vous avez fait tout ce dont vous rêvez, vous êtes fier de vous? Non, mais j'estime que je n'ai pas suffisamment fait pour la communauté. J'estime que je dois en faire davantage. Avec tout ce que vous avez fait, enseigner des milliers et des milliers d'élèves qui ont oui, aujourd'hui réussi. Je crois que je prie Dieu pour avoir encore plus de force pour aider les autres. C'est de l'humilité, M. Nebié. Alors, si vous deviez renaître, serez-vous toujours enseignant ou écrivain? Je vais vous dire une chose franchement, je voudrais être enseignant. Parce que ce métier, je vous l'ai dit, je me suis épanoui dans ce métier et je pense que c'est l'un des métiers par lesquels on peut aider le plus les jeunes. Alors, quel est, selon vous, naturellement, le trait de caractère qui, chez vous, vous détestez le plus? Bon, alors, contrairement à ce que Ouedraogo Hervé disait, bon, il m'arrive effectivement de m'énerver et quand je m'énerve, souvent, je lève la voix. Bon, ça c'est vraiment regrettable. Bon, et heureusement, bien souvent, je me rattrape, je demande pardon. Ce n'est vraiment pas... Mais peut-être parce que votre voix naturellement porte. Ah oui, il y a aussi cet inconvénient. Ma femme se moque tout le temps de moi, comme quoi je ne sais même pas murmurer. Voilà, exactement, ouais, c'est ça. Alors, c'est la dernière question des questions classiques de leçons de vie. Quel est votre message pour tous ces jeunes qui nous suivent à présent? Alors, je voudrais dire aux jeunes ceci. Ce centre, cette bibliothèque a été choisie expressément pour les inviter à la lecture. La lecture, par la lecture, ils apprendront énormément de choses. Il y a toutes sortes de connaissances au niveau de la bibliothèque, que ce soit des connaissances d'ordre technique, que ce soit des connaissances en rapport avec des aventures. Vous êtes chez vous et vous apprenez l'histoire d'un peuple, ou bien l'histoire d'un individu. On s'inspire de beaucoup de choses. Et moi, souvent quand les gens me parlent de sorcellerie, les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point je me suis battu pour avoir des informations sur ce phénomène. Mais c'est à travers les lectures. J'ai trouvé des romans, des documents, surtout de la mission des colons de l'époque, disons, des colonisateurs de l'époque, des documents très intéressants, n'est-ce pas? Sur la sorcellerie. Ah oui, sur parce la sorcellerie. On allait vous poser cette question dans l'émission, ça nous ça nous est pas revenu. Parce qu'une collègue qui a lu Le Roi du Djadjo nous a demandé si vous étiez un banni de la confrérie des sorciers. Ah ben bon. Et qui frustré, c'est mis à écrit. Non, malheureusement non. Ben, j'ai tout simplement fait des investigations franchement très profondes et j'en sais long. Ce n'est pas pour me vanter. Il y a ce que je dis dans le roman, c'est peu par rapport à la vérité. Non, vous n'êtes pas un sorcier banni. Ah non, pas du tout. Qui veut vendre... Ah non, pas du tout. Je vais plutôt, n'est-ce pas, démystifier ce phénomène de sorcellerie parce que des gens s'en servent pour régler des comptes personnels. Alors, Monsieur Nebié Bali, merci pour ce témoignage. Merci pour cette leçon de vie pour toute la jeunesse, qu'elle soit africaine ou pas. Nous renvoyons les téléspectateurs, notamment les jeunes élèves et étudiants, à se procurer
cet ouvrage, pourquoi pas les personnes d'un certain âge? Ah si. Oui, ici. Oui. Donc c'est Le Roi du Djadjo et Le Crépuscule des Ténèbres qui peuvent retrouver dans les librairies de la place. Dans les librairies de la place, à Ouagadougou, à Ouaga surtout. Ok. Voilà. D'accord. Et vous terminez l'émission par une citation qui vous est chère. Ah oui, la citation qui m'est chère est la suivante, c'est de Abraham Lincoln. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. C'est pour vous dire que si nous prenons même l'aspect instruction, n'est-ce pas, de l'éducation, si vous négligez cette phase qui est l'instruction, vous allez le payer cher. Par la suite, si vous demandez aujourd'hui à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils vous diront toutes les frustrations qu'ils vivent. Pour toute chose, on peut leur exiger, n'est-ce pas, ils risquent de payer toute leur vie, leur ignorance. Alors, par là aussi, c'est pour inviter les parents à aider leurs enfants. Je suis pour dire, n'est-ce pas, je ne suis pas d'accord qu'un parent dise « Mon enfant, il ne voulait pas de l'école, moi je le laisse ». Non, l'enfant n'est pas à mesure de discernement. Nous devrons l'obliger à aller à l'école. Parce qu'à l'école, il va avoir les outils pour affronter la vie. Je suis tout à fait d'avis avec les pays qui ont opté pour la chose suivante. L'école est obligatoire jusqu'à au moins 16 ans. Ce que vous venez de dire se constate aisément parce que nous l'avons appris aussi. Vous avez aidé des élèves dans les établissements où vous êtes passés qui n'avaient pas les moyens de payer leur scolarité à poursuivre leur éducation. Oui. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ces jeunes. Merci pour tout ce temps passé dans l'enseignement. Téléspectateurs de BF1, merci de rester fidèles à la suite de nos programmes. Merci notamment à l'équipe technique qui a assuré la production et la réalisation de ce numéro de Leçons de vie. À un prochain numéro. Leçons de vie.